j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tente toujours tant bien que mal de rattraper mon retard dans mes bilans lecture. Et du coup aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes lectures du mois de février. Et au mois de février j'ai fait un paquet de lectures, beaucoup de BD, mais quand même un paquet de lectures. Du coup c'est parti. Tout d'abord j'ai lu le tome 2 de La Sentinelle du Petit Peuple de Forns, Carbone et Barreau, publié chez Dupuis. Je ne peux pas vous montrer puisque je ne l'ai pas encore dans ma bibliothèque, tout simplement parce que je l'avais reçu en numérique grâce à NetGalley. Et bien sûr j'ai adoré ce deuxième tome tout comme le premier, mais du coup je ne l'ai pas encore en papier. Pour vous refaire un petit résumé du tome 1, dans cette BD on va suivre une petite fille qui s'appelle Elina, quelque chose comme ça, je ne sais plus, enfin bref, qui va apprendre du jour au lendemain que en fait c'est désormais elle la sentinelle du petit peuple, c'est-à-dire que c'est à elle de protéger toutes les créatures du petit peuple, donc les fées, les lutins, etc. Voilà. Et avant elle, c'était sa grand-mère qui s'en occupait, sa grand-mère qui est toujours en vie et qui est dans un foyer de rétablissement puisque elle s'est blessée. Et du coup, c'est désormais à cette jeune fille, dont je n'ai plus le nom, de s'occuper de toutes les créatures du petit peuple. Et du coup, dans le premier tome, forcément, elle va découvrir son pouvoir, elle va découvrir comment elle doit s'en occuper, etc. Et dans ce deuxième tome, du coup, on va la suivre dans une nouvelle aventure. Et dans ce deuxième tome, on est au cœur de la forêt de Brocéliande. Donc avec tous les mythes qui vont autour, le roi Arthur, Merlin, Guenièvre, la Dame du Lac, enfin voilà. On est bercé au cœur de ces légendes et c'était génial, tout comme le premier tome, j'ai adoré, on a un dragon, enfin bref, c'était trop bien. J'adore toujours autant les dessins, les couleurs, et forcément maintenant j'ai hâte qu'il y ait un nouveau tome qui sort pour me replonger dans cette BD. Ensuite, encore une fois, je ne les ai pas en papier puisque je les ai reçus tous les 4 de la part de NetGalley. Et j'ai lu les 4 tomes de la saga U4 de Randers, Lapierre et Huerva, c'est publié chez Dupuis aussi. Donc c'est des BD qui sont adaptés des romans qui ont déjà été écrits. Et les romans, je les avais dans ma palle en e-book depuis très longtemps, mais je me suis jamais lancée dedans. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait la BD, je me suis dit, clairement, j'aurais bien plus vite fait de lire 4 tomes de BD que 4 romans. Me connaissant en plus, pour peu que je lise le premier tome, j'allais lire les autres 1000 ans après, en roman. Donc je me suis dit, là je peux les avoir en BD, donc j'ai foncé et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Du coup Dupuis nous a déjà sorti 4 tomes qui sont sur 4 personnages différents. Donc on a le tome sur Stéphane, sur Coridwen, sur Jules et sur Yanis, voilà. Et du coup dans chaque tome on va suivre un personnage différent, mais nos personnages vont peut-être être amenés à se croiser à certains moments. Et surtout en fait la particularité de ces BD, c'est qu'on peut les lire dans l'ordre qu'on veut, tout simplement. On peut vraiment les lire dans l'ordre qu'on veut puisque en fait on est sur 4 personnages, on est centré sur 4 personnages, mais les 4 histoires se passent dans la même durée de temps en fait, au même moment, à la même date, etc. Et du coup j'ai vraiment bien aimé. Et pour vous faire du coup un petit résumé quand même, dans cette histoire on va être dans notre monde en fait, mais il y a une épidémie qui a décimé une grande partie de la population. Non, ça ne nous fait penser à rien, pas du tout. Et cette épidémie en fait elle ne laisse en vie que les adolescents. Alors il y a certains adultes et certains enfants qui ont pu y échapper, mais en tout cas elle ne touche pas les adolescents. Et du coup on va avoir tous ces adolescents en fait qui sont encore en vie, qui vont essayer de reconstruire leur monde, de s'adapter en société, d'essayer de refaire des règles. Et forcément il y a les dérives qui vont avec, ceux qui veulent être les chefs, ceux qui se rebellent, etc. etc. Et dans cette histoire du coup on va suivre nos 4 personnages. Et nos 4 personnages, ils jouent tous les 4 à un jeu vidéo. En tout cas, ils jouaient à un jeu vidéo quand il y avait encore internet. Et en fait, quelques heures avant que internet ne s'arrête, ils ont reçu un message du créateur du jeu auquel ils jouent tous les 4, qui leur disait que en fait, il avait peut-être une solution pour cette épidémie, et que peut-être il avait trouvé le moyen de voyager dans le temps. Et du coup, nos 4 personnages vont réagir plus ou moins différemment face à cette annonce. Certains ne vont pas vouloir y croire, certains vont se dire ok bon dans ce cas je veux essayer moi aussi de remonter le temps. Et dans le message que le créateur du jeu leur a laissé, il leur a donné rendez-vous à Paris à une certaine date et à une certaine heure, en leur disant qu'ils pourraient tous les sauver à ce moment-là. J'ai vraiment bien aimé cette histoire, que ce soit l'ambiance, les différents personnages. Il y a des personnages que j'ai préférés à d'autres, donc des tomes que j'ai préférés à d'autres. Mais j'ai bien aimé voir un peu toutes les dérives, voir comment chacun essaie de s'en sortir, etc. C'était vraiment chouette. Et du coup, en fait, il y a un autre tome, un dernier tome qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Chronos.
Et j'ai hâte du coup de le lire pour avoir la fin de cette histoire. Ensuite on va passer sur un roman, j'ai lu Gods of Love de Eugénie Dielens, publié chez Hugo Roman, que j'ai beaucoup aimé. Je suis restée un petit peu sur ma faim, mais dans l'ensemble j'ai quand même beaucoup aimé. Et parce que j'ai pas envie de vous gâcher le résumé, je vais vous le lire. Héros et l'amour, c'est une histoire qui dure. Ça fait des millénaires qu'il insuffle aux âmes meurtries et leur redonne goût à la vie, laissant des esprits soulagés dans son sillage. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Ironiquement, ce sentiment lui est pourtant interdit. Alors à force d'assister aux histoires des autres, c'est presque par nécessité qu'il vole au secours des cas les plus désespérés pour leur apporter ce que lui ne pourra jamais vivre. Lorsqu'il rencontre Kaléa, il sent qu'il pourra lui procurer l'aide dont elle a besoin. Le cœur brisé, la jeune femme refuse farouchement de se laisser bercer par ses beaux mots et sa voix envoûtante. L'affaire de nouveau aimé devient un défi personnel qu'Eros est prêt à relever, peu importe le prix. Mais si, avant de vouloir guérir le cœur des autres, Eros devait avant tout apaiser le sien. Voilà. Du coup, dans cette histoire, on est sur une romance avec un fond de mythologie, enfin même avec une grosse partie de mythologie, puisque Eros est clairement un dieu et un dieu de l'amour. Et la partie sur la mythologie ne s'arrête pas là, puisqu'on va faire la rencontre de beaucoup d'autres personnages de la mythologie que l'on connaît tous. Et en fait, j'ai été attirée dans ce livre par ça, en fait, par le côté mythologie grecque. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner dans une romance avec une humaine. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. La romance m'a moins convaincue, je vais pas mentir, j'ai été moins emballée par la romance, et notamment par la fin de l'histoire que j'ai trouvé beaucoup trop simple en fait. La résolution était beaucoup trop facile, les obstacles, il n'y avait pas d'obstacles en fait, le peu d'obstacles qu'on pouvait voir au loin, Eros les esquivait, puis finalement il se passait pas grand chose. Alors j'ai bien aimé quand même, mais voilà, pour l'aspect mythologie, après la romance ne m'a pas marqué plus que ça, mais c'était quand même une bonne lecture. Ensuite j'ai lu une autre BD, c'est Les Jours qui restent de Magali Foutrier et Éric Derian, c'est publié chez Delcourt. Et dans cette histoire, on va suivre 3 personnages différents qui sont tous les 3 malades, que ce soit de la dépression, que ce soit une maladie du cœur, du sang, etc. Ils sont tous les 3 malades et en fait sur cette BD on va voir un petit peu comment chacun vit avec sa maladie, comment chacun essaie de s'en sortir, est-ce qu'ils se laissent manger par leur maladie, est-ce qu'ils arrivent à continuer à rêver, à continuer à avancer, etc. Et alors c'était sympa, j'ai bien aimé les messages apportés, le fait qu'on parle de la maladie, je trouve que c'est un sujet qui est pas vraiment abordé en BD, en tout cas dans moi ce que j'ai pu lire pour le moment. Donc c'était sympa, mais je vous avoue que je ne la relirai pas, je ne me souviens déjà pas de la moitié de cette BD, clairement. Et du coup j'ai préféré la revendre. Malgré tout le thème abordé est quand même assez original et rien que pour ça c'était chouette. Ensuite, et c'est le premier que je vous montre en papier, j'ai lu mon deuxième service presse que j'ai reçu de la part de Page Turner et c'est Havenfall de Sarah Holland, c'est publié chez Bayard. Sarah Holland, si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est elle qui a écrit Everless, notamment la duologie Everless, dont je n'ai lu que le premier tome et dont je ne pense pas lire la suite, je vous avoue. Mais bref, ici on est là pour parler de Havenfall. Et encore une fois, je vais vous lire le résumé, je préfère parce que quand c'est de la fantasy, j'ai toujours l'impression de m'y perdre et de vous dire n'importe quoi. Donc je vais vous lire ça. Fjordenkiel, Ardan, Solaria, ainsi sont nommés les royaumes magiques voisins du nôtre. Fjordenkiel, recouvert de glace et de givre, Ardan, écrasé par la chaleur, et Solaria, dont la porte a été scellée pour empêcher les créatures bestiales qui l'habitent d'en sortir. Au cœur des rocheuses du Colorado se trouve l'auberge Havenfall, un sanctuaire où ces mondes s'entrecroisent et où l'aubergiste œuvre pour maintenir la paix entre eux. Chaque été, sa nièce Maddie vient l'épauler. Havenfall est le seul endroit où elle peut oublier ses sombres secrets de famille, jusqu'au jour où l'impossible se produit. Maddie trouve la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Le fragile équilibre entre les mondes est alors menacé. À mesure que les masques tombent, Maddie prend conscience qu'elle ne peut compter que sur elle-même pour restaurer la paix des royaumes et les sauver. Alors, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je l'ai trouvée un peu longue dans l'ensemble, mais j'ai bien aimé cette lecture et ce que j'ai adoré dans cette lecture, c'est le fait que je me suis méfiée de tout le monde. Même du personnage principal. Le personnage principal, même elle, je n'avais pas confiance en elle. Je n'avais confiance en personne. Je me méfiais de tout le monde. Je me disais non mais lui il est bizarre, non mais elle est bizarre, non mais lui je suis sûre que c'est ça et ça. Bon au final, forcément à force de soupçonner tout le monde, j'ai fini par soupçonner les bonnes personnes, hein. C'est évident. Mais vraiment j'ai adoré ce côté un peu thriller huis clos parce qu'en fait pendant toute l'histoire quasiment on est dans l'auberge, dans Havenfall. Et du coup ouais, on a ce côté un peu enquête, on essaie de savoir pourquoi la porte de Solaria s'est ouverte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce
qui l'a ouverte et c'était vraiment vraiment sympa. Le petit truc que je regrette, c'est que à mon goût, on n'en a pas assez sur les autres royaumes, justement, sur Solaria, sur Fjordenkiel, sur Ardan. J'aurais aimé qu'on aille dans ces autres royaumes, qu'on en apprenne plus sur cela, que ouais, qu'on voyage un petit peu plus. Peut-être que ce sera le cas dans le tome 2, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai quand même hâte de lire la suite et bon, bah, il va falloir que j'attende un moment puisqu'elle sort en février de l'année prochaine. Ensuite, j'ai enchaîné avec une romance et j'ai lu le tome 1 de Tainted Earth de Jane Guerrieri. C'est publié chez Plume du Web, c'était mon tout premier Plume du Web. Voilà, je tenais à le préciser. Dans cette histoire, on est sur un Enemies to Lovers, mais un Enemies to Lovers comme vous en avez jamais vu. C'est-à-dire que, bon, après, les Enemies to Lovers, c'est pas ce que je préfère de base. Du coup, c'est pas ce que je lis le plus. Du coup, c'est peut-être pour ça que celui-ci m'a vraiment... J'étais en mode... Ah oui, mais là, je comprends pas comment ils vont réussir à s'aimer à un moment donné. Parce qu'ici, on est sur une trilogie, et clairement, eh ben, la romance prend son temps, vraiment. Je vous dis, hein, on est sur du ennemi. C'est-à-dire que dans cette histoire, on va suivre Ali et Chester. J'ai oublié son nom, alors je le déteste. On va suivre Ali et Chester. Ali, elle est dans une prestigieuse école de danse classique. Son rêve, c'est d'intégrer l'Opéra de Paris et elle se donne tous les moyens pour. Elle bosse d'arrache-pied. Et elle va croiser un jour la route de Chester. Chester qui est le chanteur du nouveau groupe de musique à la mode qui vient de faire une tournée dans le monde. Ils sont hyper connus et Chester, c'est la pire personne que vous n'ayez jamais rencontrée. Voilà. Chester, il est détestable. On a juste envie de le baffer pendant tout le long de cette histoire. Chester, il est vraiment imbuvable. Il est méchant. Il est parfois violent. Enfin bref, je le déteste toujours à la fin de ce livre, hein, de ce premier tome. Voilà, c'est pour vous dire à quel point le Enemies to Lovers est long. Et par un concours de circonstances, ils vont être amenés à se rencontrer. Et voilà quoi, ça va être... ça va être de la haine du côté de Chester, du côté de Ali ça va être de l'incompréhension, elle comprend pas, en même temps elle essaie de pas se laisser marcher sur les pieds, mais en même temps il lui fait peur un peu, et voilà, et du coup on est sur cette histoire. J'ai hâte de lire la suite parce que j'ai hâte de voir comment l'autrice va réussir à me faire aimer Chester, parce que clairement pour le moment c'est vraiment mal barré, mais je suis persuadée qu'elle va réussir, il reste encore 2 tomes donc voilà. Et puis avec la révélation de la fin, je me dis ah, peut-être que d'accord, ok. Ça voulait rien dire, hein, peut-être que d'accord, ok. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai été surprise par la révélation de la fin et que je me suis dit, j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, j'ai lu un Brittany et Cherry, le nouveau Tempête du Sud, qui est sorti chez Hugo Roman et qui a été une petite déception pour moi. Voilà, je l'ai aimé, c'est un Brittany et Cherry. Jamais vous ne m'entendrez dire, j'ai détesté ce Brittany et Cherry. Impossible. Que je vous dise que j'aime un peu moins, oui. Que je vous dise que j'ai détesté, impossible. Dans cette histoire, on va suivre des personnages dont je n'ai plus les noms. Kennedy et Jax. C'est Jax hein, qui s'appelle, non? Je crois. Allez, dis-moi comment il s'appelle. Là, c'est dit là. Attendez. Oui, c'est ça. Dans cette histoire, on va suivre Kennedy et Jax. Kennedy, elle vient de se séparer de son mari, même, je crois. De son mari. Elle a vécu quelque chose de pas facile du tout il y a quelques mois, quelques années même, je ne sais plus. Et depuis ce fameux incident, elle n'est plus elle-même et son mari ne la supporte plus. Et du coup, il décide de lui dire ciao, hein, clap clap clap. Du coup, elle va déménager et elle va aller vivre dans une nouvelle ville, une petite ville à la Desperate Housewives un petit peu, à la Wisteria Lane, voilà. Où tout le monde se connaît, où tout le monde semble parler un petit peu sur tout le monde, où tout le monde fait des commérages, etc. Elle est pas du tout comme ça. Vous voyez, elle va avoir par exemple les voisines qui vont venir la voir, soi-disant pour lui souhaiter la bienvenue, et puis finalement qui vont être là à la juger, etc. Et à côté de ça, on va suivre Jax. Jax, c'est le mouton noir de la ville, c'est celui que tout le monde déteste, tout le monde déteste son père, tout le monde le déteste lui, on dit qu'il est froid, qu'il est perturbé. Et bien évidemment, elles vont être amenées à se croiser, et Kennedy, ben, elle va voir plus loin que ça. Et surtout, elle va voir des choses dans son passé chez Jax qui lui rappellent des choses chez elle. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, bien sûr. Mais, je vous le disais, j'ai été un peu déçue parce qu'il y a plusieurs scènes, plusieurs choses, plusieurs informations qui m'ont rappelé d'autres livres de Brittany Cherry, et notamment Disgrace et The Air He Breathes. Voilà, ça m'a rappelé ces 2 livres-là, et du coup... bah j'étais un peu déçue parce que j'avais pas envie de revivre la même chose. Après, on le sait, Brittany Cherry, elle adore le thème du deuil, voilà, elle le traite à merveille. Et elle le traite dans beaucoup de ses livres. Mais
D'habitude ça me dérange pas en fait. À chaque fois j'y fais même pas forcément attention, mais là il y a vraiment des scènes et des informations en particulier qui m'ont rappelé les 2 livres que je viens de vous citer. Et du coup j'ai été un peu déçue par ça. Voilà. Mais malgré tout ça reste une bonne lecture et je vous conseille, et encore plus du coup si vous n'avez pas encore lu Disgrace et The Harry Breath, puisque je pense que vous ne ferez pas du coup le rapport comme moi j'ai pu le faire. Et j'ai terminé le mois avec une BD puisque j'ai lu L'Or Olympus de Rachel Smith publié chez Hugo BD. C'était la grosse sortie attendue du mois de février. Février il est sorti? Début février je crois. Et encore une fois on est sur les mythologies puisqu'on est sur une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone. Il faut savoir que L'Or Olympus de base c'est un webtoon, webtoon qui a déjà beaucoup plus d'épisodes que ce qui a été publié dans ce tome 1. Donc si vous voulez la suite de L'Or Olympus, n'hésitez pas à aller sur webtoon, voilà, en attendant que ce soit en attendant que ça sorte chez Hugo. Et du coup j'avais été hyper attirée par les couleurs, par les dessins, par le fait que ce soit une réécriture de mythe, bien évidemment. Et ben j'ai été déçue. Voilà, j'ai été déçue. Alors j'ai adoré les couleurs de cette BD, mais j'étais pas emballée plus que ça par les dessins. Et surtout j'ai fini par être vite perdue dans les dessins. Je confondais les personnages, j'arrivais pas vraiment à savoir qui est qui. Du coup forcément c'était un peu déstabilisant. Et même pendant ma lecture, en dehors des dessins, j'étais parfois perdue dans ma lecture. J'arrivais pas forcément à comprendre ce qui se passait et pourquoi là on était à ce moment-là alors qu'on était ici. Bref, j'ai été un peu perdue, du coup je pense que je ne lirai pas la suite, très clairement. Mais si ça vous tente vraiment, foncez parce que la notoriété de ce webtoon n'est plus à faire. Il y a énormément de monde qui suivent ce webtoon et qui l'adore. Donc il y a de grandes chances pour que vous fassiez partie de ceux qui l'adorent aussi. Et voilà, c'était tout pour ce bilan lecture, vous l'avez vu. J'ai énormément lu au mois de février et j'en suis très contente, d'autant plus que c'est le mois le plus court de l'année, donc je suis hyper contente. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, ou si je vous ai donné envie d'en découvrir certains. Et en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!